Alors l'origine du projet de quasi-judiciaire, You and Me, d'abord c'est le troisième film pour Paramount dans la foulée, j'allais dire, de Fury et de J'ai le droit de vivre. Apparemment, mais tous les historiens sont pas entièrement d'accord. C'est un sujet de Norman Krasna. Donc Norman Krasna aurait voulu réaliser le film, mais le studio ne voulait pas prendre le risque d'un metteur en scène débutant. Et puis il y a eu de façon beaucoup plus certaine Richard Wallace qui a été pressenti. Et apparemment aussi, il n'était pas si chaud que ça. Et c'est Sylvia Sidney qui venait tourner 2 films avec Fritz Lang qui a proposé le Fritz Lang pour le film. Et d'ailleurs, il faut remarquer que dans le film, Fritz Lang n'est pas seulement le réalisateur, il est le producteur du film aussi. Alors c'est vrai que quand on voit le sujet, on se dit, on peut comprendre pourquoi Norman Krasna aurait peut-être voulu passer à la mise en scène avec ce sujet-là, parce que Krasna, il a réalisé que 3 films, qui sont Princesse O'Rourke, La Petite Exilée, Le Chevalier de Bacchus et La Fille de l'Ambassadeur. C'est quelqu'un quand même qui est connu plutôt pour des comédies légères. Mais ce qui est en même temps assez curieux, c'est qu'il est à l'origine du sujet de Fury. Je crois que c'est une nouvelle qui s'appelait Mob Rule. Et puis il a été aussi producteur. Il a produit un film de Fritz Lang assez noir qui s'appelle Clash by Night dans les années 50. Le démon s'éveille la nuit. Et il a aussi produit Les Indomptables de Nicolas Ray sur un scénario de Horace McCoy qui est un film remarquable. C'est quand même, bon, je veux dire, Lang qui a préparé le film, qui est responsable à 300% du film. Encore que, dit-il, il dit lui-même dans ses entretiens avec Bogdanovich qu'il y a des choses malheureuses qui sont produites sur le film parce qu'il avait pour lui un associé artistique, entre guillemets, auquel il tenait, qui était Kurt Weill, donc le musicien de l'opéra de Katsu, de Mahagoni, de Brecht, et que Kurt Weill en avait marre de Los Angeles et au milieu du film, il est reparti à New York et que du coup, il s'est trouvé un peu abandonné. C'est un sujet de Norman Krasna. Ce qui est important, c'est que le scénario de You and Me, c'est Virginia Von Hopp. Alors Virginia Von Hopp, c'est un drôle de personnage. Elle a signé qu'une dizaine de scénarios dans toute sa carrière, mais elle a été une des 3 femmes productrices d'Hollywood. Donc elle est passée à la production. Et surtout Virginia Von Hopp, c'est elle qui est la scénariste de Covergirl avec Rita Hayworth, et il se trouve que pendant le tournage de Covergirl, elle était devenue assez copine avec Rita Hayworth, et du coup elle est devenue presque une confidente. Et Rita Hayworth a dit plus tard dans des interviews que celle qui avait construit son personnage sexuel, entre guillemets, c'était Virginia Von Hopp, parce qu'elle était la productrice de Gilda. Et qu'en fait, Virginia Von Hopp a participé au scénario, elle était la productrice et elle a beaucoup contribué au façonnage, si je puis dire, du personnage de cette femme fatale, extrêmement sexuelle, etc. Donc c'est un personnage intéressant. Là où l'histoire s'arrête un peu, c'est que Fritz Lang ne s'est pas du tout entendu avec Virginia Von Hopp. Je pense qu'il faut revenir à ce que disait Lang, notamment Peter Bogdanovich. Il dit que lui, Lang, va travailler quelques années plus tard avec Bertolt Brecht sur Les bourreaux meurent aussi, mais que Bertolt Brecht n'a rien à voir avec le scénario de You and Me. Mais, dit-il, le film n'aurait jamais existé sans Bertolt Brecht, dans le sens où Brecht est le plus grand écrivain allemand du siècle, le plus grand dramaturge. Il a créé le théâtre épique, mais en même temps, il a créé un autre théâtre qui s'appelle, alors je ne parle pas l'allemand, je suis désolé de ma prononciation, qui s'appelle Lehrstück, ou Stücke, donc Stücke, pièce, et Lehr qui veut dire enseigner, c'est-à-dire une pièce qui enseigne. Lotte Esner a traduit ça par une pièce didactique. Et Lang dit, par exemple, tout le film est dans la séquence d'ouverture. Il y a cette chanson, en plus avec une musique de Kurt Weill, ça j'adore. Il y a ce magasin, il y a tous ces objets qui passent de main en main, et la chanson dit, si vous désirez quelque chose, vous devez le payer. Vous n'avez rien pour rien. Et aussitôt, à peine je montre ça, je montre une voleuse qui se fait arrêter. You cannot
get something for nothing, only a charming cigar. Put it back. Put what back? Come on, give. Et il dit, c'est une façon, la chanson, elle apprend quelque chose aux gens, mais elle le fait de façon distrayante, amusante et en musique. Et donc, c'est quelque chose auquel il tenait. L'autre grand morceau pour ça du film, qui pour moi est le morceau de bravoure, c'est la fameuse scène de Thanksgiving, où Lang aussi en parle, il dit l'idée est absolument formidable, c'est d'un seul coup ces anciens prisonniers, convicts, qui sont mélancoliques le soir de Noël et qui disent voilà, l'année dernière j'étais dedans et puis je regardais dehors et puis on se faisait une fête à l'idée de la dinde de Noël, alors que maintenant on est dehors et on pense à dedans, et en fait si je veux manger de la dinde ou ouais, j'en mange tous les jours. Et à ce moment-là, il y a Georges Raft qui arrive, qui frappe à la porte, il y a une espèce de code, et on se rend compte que se construit un espèce de numéro musical, mais sans musique. Et Lang dit qu'il voulait une chanson sans parole, et qui soit uniquement composée d'effets rythmiques et sonores. Remember how it started? Can you hear me? Can you hear me? Is the coast clear? The coast is clear. You, the new guy. Who are you, pal? Who are you, pal? It's number one. Number one. Number one. Number one. The big shot. They finally caught up with him. He took the rap. How long you in for? How long you in for? Pour lui, le seul problème, justement, c'est qu'il aurait voulu que Kurt Weill soit là, et qu'en fait, Kurt Weill était déjà parti. Et donc, il a fait ça avec Boris Moros ou quelque chose comme ça. Il a dit qu'il avait essayé aussi un peu avec Miklos Rozsa et que sans doute qu'avec Miklos Rozsa, ça aurait pu marcher. Et donc, il trouve que le morceau est raté. À mon avis, il a tort, parce que je trouve le morceau absolument magnifique. Et il dit c'était toute l'idée du film. Par exemple, ce morceau-là, encore plus, c'était une façon d'évoquer la vie en prison, d'évoquer le contexte social, de façon, la même chose, distrayante, mais à la façon de Brecht, c'est-à-dire qu'en fait, sous l'aspect distrayant, il y a quelque chose de beaucoup plus profond auquel il faut réfléchir. Voilà. Et c'est ça le point de départ. Alors, pour revenir au genre, alors c'est vrai qu'il y a un côté film noir, avec les personnages, c'est vrai qu'il y a un côté comédie musicale, ce qui est quand même assez étonnant. C'est vrai que, mais Lang le dit lui-même, il dit, quand Bogdanovich lui dit c'est la seule comédie que vous ayez jamais signée, il dit c'est un conte de fées. Prenez le point de départ du film. Est-ce que franchement vous pensez qu'un propriétaire de magasin va engager des ex-voleurs comme personnel entier? Ça ne tient pas debout. Donc c'est une espèce de fable. Et en même temps, il dit, cela dit, vous avez tort de dire que c'est la seule comédie. J'ai toujours voulu mettre des éléments de comédie dans mes films. Jerome, I've never seen anything so brazen in my life. The man practically admitted he was a safe robber. Well, he is. Or was, I should say. Now, who but an ex-safe cracker could handle one of those newfangled kitchen gadgets? But... Say, that gives me an idea. George. Yes, sir? Make a note to put a safe in one of the front windows and have Patsy Mason open it with one of those new can openers. Jerome, don't you realize that I, your wife, come in contact with these people? You know, sometimes I think you've gone a little off, peopling.
actually peopling a decent store with convicts. Ex-convicts, my dear, who've been recommended here through probation officers. Et je dois dire que la comédie, elle est très réussie, et dès le début du film, par exemple, c'est la présentation des personnages, c'est absolument formidable. Le spécialiste des coffres-forts qui explique à la femme du patron comment ouvrir une boîte de conserve, le vendeur qui menace presque un enfant gâté et que du coup l'enfant gâté achète le jouet dont il n'avait pas envie, et la mère de l'enfant lui dit « vous avez la psychologie des enfants ». Et le plus beau, c'est vrai, c'est Georges Raft qui explique qu'il est un spécialiste du racket, et en fait la caméra se recule et c'est la raquette de tennis. Donc c'est vrai que le film est un mélange assez étrange. Et puis il y a le côté, moi, je tiens, qui est, c'est pas seulement à cause du numéro de Thanksgiving, qui est une chanson sans parole, où on reviendra sur la chanson de la fille dans le cabaret, c'est qu'il y a des moments dans le film, moi je trouve qu'il y a un moment, on dirait presque un début de Stanley Donen, c'est par exemple quand Raft doit s'en aller, et que Sylvia Sidney lui dit « si tu m'avais demandé de t'épouser, j'aurais dit oui », et qu'il fait arrêter le car et qu'il sort du car, il pose sa valise par terre, il court vers elle, c'est comme dans un mouvement de danse. Et on sait que Georges Raft était un très bon danseur, et comme ça, c'est pour ça que le film est assez étonnant. Drôle sur Georges Raft, c'est que tout le monde se souvient de Scarface et donc tout le monde l'associe à des rôles de gangsters. Mais si on regarde sa filmographie, il a tourné fort peu de rôles de gangsters et il a tourné beaucoup de films où il était extrêmement sympathique. Par exemple, Raoul Walsh l'aimait beaucoup, et dans Une femme dangereuse, dans Manpower avec Marlène Dietrich ou des choses comme ça, ou même chez Hathaway, dans Hamza. C'est quelqu'un qui est plutôt sympathique. Il commence comme danseur, justement, dans Broadway Melodies of 1929 de Roy Delroof et tout. Alors je pense que l'image de gangster lui est restée. Pourquoi? Parce que des années après, à cause de ce film mythique qui est Scarface, des gens lui ont rendu hommage, c'est-à-dire l'ont engagé presque comme une citation de ce film-là. C'est-à-dire c'est Billy Wilder dans certains Lame Show, c'est évident. C'est surtout, je trouve, Jerry Lewis dans Le tombeur de ces dames, où il y a cette scène assez extraordinaire où il est à la fois gangster et danseur, où il le fait danser. C'est même en France, hein, Denis de la Patelière, Rififi à Paname, qui le ramène comme ancien complice de Jean Gabin. Donc il a cette image de gangster, alors qu'en fait, il a joué très peu de rôles de gangster. C'était un acteur qui était assez juste. Alors c'est un personnage assez étrange. Vous savez qu'il a terminé comme il était au comptoir d'un hôtel comme gardien de nuit, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une vie assez tumultueuse. Alors je crois que dans sa vie privée, il a fréquenté peut-être quelques gangsters et tout, mais c'est assez étrange. N'oublions pas qu'en plus, Georges Raft, s'il a d'une certaine façon raté sa carrière, c'est parce qu'il a refusé les rôles de gangster qu'a pris Bogart, c'est-à-dire celui de Vice Sierra. Par 2 fois, il a refusé un rôle de gangster qui était écrit pour lui parce qu'il ne voulait pas jouer les gangsters. Donc je trouve ça assez paradoxal. One scotch and a chaser for Joe. Okay. And the same all around for the boys. The king is here. Let him in. I told you he's here. Come on in. Hiya, gang. Hi, Joe. Hi, Joe. Hiya, Joe. Hi, Joe. Being around with all you guys, Hi, Joe. seeing the same old faces, Hi, Joe. takes me back to the old days. Hi, Joe. Stick with the mob. And I feel like I'm part of the mob again. Il y a eu un film qui s'appelle The George Raft Story, où si je ne me trompe pas, c'était Ray Danton qui jouait le rôle de George Raft. Et dans ce film-là, il est question de ses rapports avec la pègre, mais en même temps, si je me souviens bien, dans ses rapports avec la pègre, il est plus
victime du fait qu'il est ami avec certains gangsters, mais apparemment, il n'est pas partie prenante dans les agissements de la pègre. Mais c'est la théorie du film, maintenant. T'es pas là pour voir ce qui se passait. I said sit down. Say, Joe, what do you coffee? Ah, never mind. Come on. Oh, we might as well make ourselves comfortable while the cops clear out downstairs. Now you listen. What I have to tell you isn't hard to explain. You should have learned it at school. The school we all went to. Only I learned something at that school. Everyone didn't, I guess. It's something you've heard all your life and laughed yourself sick at. You've heard it from long-winded reformers. You've read it in hot-air editorials. It's the oldest chestnut in the language. It's that, well, crime doesn't pay. Alors, Sylvia Sidney, elle a commencé à les monter sur les planches à l'âge de 16 ans. Elle a une carrière absolument extraordinaire. Elle a travaillé avec Fritz Lang, elle a travaillé aussi avec Sternberg, elle a travaillé avec Lubitsch, avec King Vidor. Et puis, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que c'est quelqu'un que les cinéphiles aimaient bien. Elle a énormément travaillé à la télévision, elle a un peu disparu du cinéma, elle a même eu, je crois, une espèce de, c'est pas un Oscar la télévision, mais enfin une récompense pour une dramatique télé, etc. Et c'est des metteurs en scène cinéphiles qui l'ont ramené, j'allais dire, sur le grand écran vers la fin de sa vie. C'est quand même Larry Cohen, avec God Told Me To, bon, qui était un metteur en scène un peu particulier, mais intéressant. C'est Wim Wenders, elle joue dans Hammett. Elle a un rôle important. Et puis, bien sûr, c'est surtout Tim Burton qui l'a fait jouer dans Beetlejuice et dans Mars Attack, qui sera son dernier film. C'était une actrice très sensible, je trouve, qui est toujours juste, qui a une carrière merveilleuse. Et alors, en effet, c'est elle qui a imposé Fritz Lang d'une certaine façon sur ce film. Ils s'entendaient très bien. C'est-à-dire que il y a même des gazettes hollywoodiennes qui disaient qu'il y avait une histoire d'amour entre eux, un peu, on s'en fout, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est une actrice que je trouve formidable. Mais il n'y a pas que dans le film, je voudrais dire, il y a deux autres acteurs que je trouve très très intéressants. Il y a Harry Carey, qui joue le patron du magasin. Or, Harry Carey, on a un peu tendance à l'oublier, c'était une légende du cinéma muet, mais une légende. Harry Carey, il a tourné dans une dizaine de films de Griffith, il a tourné une dizaine de films de John Ford, de muet, etc. Il a tourné dans le merveilleux Trader Horn de Woody Van Dyke, où il était formidable. Et donc, je trouve que c'est un personnage d'ailleurs que John Ford aimait tellement qu'il a engagé son fils Harry Carey Jr. Et puis, il y a Robert Cummings, qui fait un des gars de la bande, alors qu'on a un petit peu du mal à reconnaître parce qu'il était plus mince, j'allais dire, qu'un petit peu plus tard. Mais Robert Cummings, pareil, c'est quand même l'acteur de Hitchcock dans Saboteur et dans Le crime était presque parfait. Et c'est aussi un acteur qui a joué dans les adaptations d'Irish et tout. C'est un acteur très intéressant. Lang lui-même, dans un entretien avec Domarqui et Douchet dans les Cahiers du cinéma, numéro 99 pour le citer, à un moment donné, on lui pose cette question, on lui dit mais est-ce que dans vos films, il n'y a toujours pas un peu d'expressionnisme et tout? Il dit, je suis pas sûr. De toute façon, bien sûr que j'ai connu l'expressionnisme, et c'est quelque chose dont on ne se débarrasse jamais, d'une certaine façon. On est marqué par... La seule chose, dit-il, c'est que dans le cinéma américain, j'aime pas le symbolisme. Ça marche dans le cinéma allemand, mais pas dans le cinéma américain. Encore qu'ils disent ça, mais moi je trouve que dans le film, il y a aussi une scène très très jolie qui est parfaitement symbolique. C'est quand George Raft quitte Sylvia Sidney furieux et qu'il marche dans la rue et que d'un seul coup, il y a le panneau... des feux rouges qui met stop and go, et du coup il s'arrête de marcher, stop, et go, il repart. Alors cette scène-là, qui est absolument magnifique aussi, c'est une chanson de Kurt Weill, c'est une chanson en hommage direct à Brecht et à l'opéra de Katsu et à Mahagoni.
qui est merveilleuse. Et là, il a... c'est Lotte Esner, qui est une grande spécialiste, une grande amie de Fristan, qui dit il fait pour la première fois des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. C'est-à-dire il fait cette espèce de transparence, d'images tramées comme ça par-dessus la chanteuse, des choses qui sont expressionnistes et qui sont très beaux, qui illustrent la chanson. Et je trouve que c'est un moment magique dans le film, absolument formidable. In a waterfront dive full of wretches and vagabonds, planning their ill-gotten gains, there came a mysterious stranger with the salt of the sea in his veins. Though he seemed to be going downhill in a world of forgotten men, still he gave me the queerest sort of thrill that decided me there and then to say, doggone you, snap out of it, this is love. C'est vrai que le film est assez, enfin pas assez étrange, mais il se trouve que Tristan qui arrive en Amérique, il fait coup sur coup ces 3 films où il y a des points communs dans le sujet. C'est à chaque fois quelqu'un qui est face à la loi et tout. La grosse différence, c'est vrai, je ne sais plus qui est-ce qui a écrit ça, je crois que c'est Gavin Lambert, un écrivain anglais très intéressant, qui avait dit ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça aurait dû être l'inverse, c'est-à-dire qu'ils auraient dû commencer par Cassis judiciaire et puis finir sur Fury où j'ai le droit de vivre, parce que c'est le dernier d'une trilogie sur la justice, les hommes, et c'est le plus faible parce que c'est pas sur la mise en scène, c'est le plus faible dans le sens où l'enjeu est beaucoup moindre. C'est-à-dire la vie des personnages n'est pas en danger. Pas comme dans Fury, pas comme dans J'ai le droit de vivre, You Only Live Once. On sait d'une certaine façon qu'il n'y aura pas de fin tragique, donc c'est plus léger. Il n'empêche que ce qu'il a voulu dire, je ne sais pas s'il n'a pas voulu, à mon avis, faire passer un message particulier dans ce film, mais c'est le sujet de tous ces films. C'est lui-même qui le dit, c'est qu'en fait, ben oui, on est dans un environnement, c'est toujours le combat de l'homme contre les circonstances qui l'accablent, c'est le combat de l'homme contre les dieux. Il n'arrête pas de dire, finalement, le sujet de tous les films, c'est Prométhée. Donc, c'est quelqu'un qui est sensible à la vie dans une société, et il sait que cette vie dans une société, ça consiste à être en danger contre les événements, etc. Donc, et alors que, bien sûr, il soit sympathisant avec le message de réinsertion, c'est sûr. Mais comme il le dit lui-même, dans ce film-là, c'est un conte de fées. C'est pas réaliste. Alors c'est marrant qu'il dise ça, mais en même temps, c'est peut-être la seule fois où il dit que c'est pas réaliste.